xam nga kii Pathé John ki moom sunu assurance. Non, non, pas beaucoup. Heureusement, le bras a caché quelque chose là. Bah oui, trop chalaise. Le chouchou boy. C'est pour ça qu'on nous la montre. Ah, c'est mamie. C'est mamie? Voilà. Oui, c'est la maman papa. Ouais, c'est moi, je suis à l'intérieur. Mais c'est Tantilis, on est d'accord. Oui. Il nous a laissé quand même une forte trace intellectuelle, que ce soit au niveau des études, un drive assez important d'étudier. C'était un ancien professeur de mathématiques. Donc notre vie, c'est vrai que les études, en tout cas de mon côté, c'était quelque chose que j'admirais énormément chez lui. Et c'est quelque chose aussi que j'ai retracé de ma part parce que voilà, j'y suis allée au-delà dans les études et vraiment m'y mettre, je dirais, à fond. Donc c'est vraiment un point commun qu'on a ensemble. D'autres, notre physique, qu'on se ressemble beaucoup. L'image qui me restera, c'est sûr, c'est un homme, je dirais, assez élégant et surtout un homme avec sa pipe. C'est des choses qui me resteront en image. Toujours un homme avec sa pipe, le bruit de sa pipe, le bruit de lui qui fume, les odeurs aussi. C'est vrai que c'est quelque chose qui a marqué mon enfance, d'un bon côté, on va dire. Ton père, c'est monsieur Pathé John. C'est dur, hein? Il était souvent en déplacement. On grandit avec un père qui est dans le travail. C'est un sacrifice qu'il a fait pour pouvoir nous offrir tout ça. Donc, un mal pour un bien. La dernière fois que je l'ai vu heureux, je pense qu'il venait d'acheter une banque ou un truc comme ça. Et il en parlait avec tellement d'engouement. Là, je l'ai vu même esquisser un sourire. Pourquoi on a nommé la fondation Anne-Marie John? C'est Monsieur John qui l'a choisi en honneur de son épouse. Pour la petite histoire, ce qu'il nous dit souvent, c'est que je ne serais pas arrivée là où je suis sans cette femme-là dans ma vie. C'est-à-dire que papa était destiné à être professeur de mathématiques. Et de ce que j'ai compris, c'est maman qui l'aurait orienté à intégrer le monde des assurances. Et comme on dit, derrière un grand homme, il y a une grande femme. Aujourd'hui, cette grande femme nous a quittés, mais elle a été au démarrage de tout. Je ne vais pas dire qu'il a influencé mon choix de carrière parce que, avant de rejoindre le groupe, moi, je me suis éloigné de la famille pour essayer de me construire tout seul aussi. Et j'ai rejoint le groupe dans un premier temps, pas vraiment pour travailler dans le groupe Sounou, mais pour me rapprocher de mon père et le connaître. Et à partir d'un moment donné, d'un certain âge, justement, quand on devient père, peut-être qu'on a envie de se rapprocher du sien. Donc j'ai pris la décision de, peu importe le business, je veux savoir qui était cet homme, ce qu'il a réussi à réaliser dans sa vie, parce qu'on en entend parler de tout le monde avec des louanges, mais nous, on ne pouvait pas sentir et comprendre qui il était et ce qu'il avait fait si on n'essayait pas de se rapprocher et d'apprendre. Donc c'est ce que j'ai fait. Et c'est comme ça que je suis content d'avoir rejoint le groupe, parce que ça m'a permis non seulement de connaître mon père, de développer une relation avec lui, et en plus d'avoir une carrière professionnelle qui fait sens à mes yeux, parce que c'est l'héritage familial et c'est quelque chose qu'on fait pour le continent. Je suis l'aîné de M. Pathé John. Mon nom, c'est une composition de deux de ses amis. L'un, c'est Seydou Cissé et l'autre, c'est Tierno Cissé. Mon père, il a appris le Coran. Le fait qu'il soit en Europe pendant des années, ça n'a pas influencé sur sa religion, sur sa croyance. Il est resté croyant, très croyant. Et quand il récite le Coran, c'est le moment où je suis vraiment ébahi. Il peut être relax, en train de discuter, t'expliquer des choses de la vie, sur le plan professionnel ou bien de la vie, ou bien son parcours, son expérience. Il peut être sévère quand tu fais des bêtises, quand tu passes à côté de quelque chose, parce que lui, il a une éducation très rigoureuse, parce que mon grand-père était rigoureux, il était capitaine dans l'armée,
Donc ils ont reçu une éducation très très stricte et ce qui fait de lui ce qu'il est aujourd'hui. C'est un bon père de famille, malgré la charge de travail qu'il avait, il a su être présent pour les siens à sa façon. Et on lui reconnaît parce que c'est pas facile de concilier le travail et la vie privée, mais il pouvait aussi compter sur ses enfants, sur moi. Et à la fin de la journée, il avait cette sérénité qui permet à quelqu'un de réussir aussi sa vie professionnelle, d'avoir cette paix au foyer qui lui permettait de réussir sa vie professionnelle. Il peut avoir des caractères différents, mais à la fin de la journée, de savoir composer avec cela, c'est la plus belle chose. Papa Pat, c'est mon papa. Je le connais depuis l'âge de 3 ans. Je suis très fière de lui. Je suis fière aujourd'hui d'être avec tout le monde pour fêter ses 80 ans. En 2019, on a fêté Pâques ensemble. Et ce que j'ai admiré, c'est qu'il savait par cœur l'histoire de Saint-Paul. Alors pour quelqu'un qui est musulman, il connaissait par cœur l'histoire en fait d'un saint, d'une autre religion. Culturellement, c'est vraiment un érudit. Et en même temps, il fait des activités avec nous. C'est ce que j'expliquais plus tôt. Où une fois, je me rappellerai toujours en 2008, il a nagé avec nous, avec les requins. Il nous a accompagnés. On avait tous peur, j'étais avec Samir et Anne. Et finalement, c'est lui qui a plongé en premier dans l'eau. Et après, on l'a suivi, quoi. Et c'est ça l'exemple, c'est ça, montrer à ses enfants la voie, prendre des risques et pas qu'ils aient peur. Je suis la belle-sœur de M. Pathé Dione. J'ai épousé son frère, son défunt frère. Avec ma famille, il est resté très présent. Hein. Bon, on est affecté parce que quand même, quand on perd un être cher qui était très proche, bien sûr que ça fait mal. Il nous a épaulés, il nous a soutenus, il a été vraiment présent. Comme quand j'étais plus jeune, comme je vous l'ai dit, j'allais me réfugier pour lui dire mes petits tracas. C'était la même chose. Puissance 10, je dirais. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Man maa ngi tudd Gayal Dione maa ngi rakku Talla Dione. Talla Dione moo jur Paate Dione. Paate bi mu juddoo lañ ko jëkk a jàngal alxuraan jógee ci alxuraan ji ñu jàngal ko l'école. Mësul def benn dégât ci àddina mësul am lu dul yàllaay jubal jaam rek yàllaa ko jubal njabootam. Paate pouvait dire que sa tante Gayel a des enfants et que sont des enfants qui sont bien placés. Mais Pathé n'a rien voulu voir de ça. Donc, il s'occupe de la maman correctement et vraiment très bien. Ses soutiens vont au-delà même de la famille, ses amis d'enfance. C'est ça qui fait sa force. Ses amis d'enfance, jusqu'au moment où ils disparaissaient un à un, il les a toujours soutenus. Toujours soutenus. Vraiment, c'est un papa à moi. Vraiment, il était beaucoup gentil à moi. Moi, je lui dis beaucoup de merci. Je lui dis toujours merci. Vraiment, c'est pris très bien. C'est pour lui dire vraiment beaucoup merci. Dès le début, il y a eu une relation de fils et de père. Moi, je suis recruté comme je l'ai dit, en 99. Et puis, octobre 2000, mon père est décédé. Donc, il était là avec moi. Et depuis là, il a remplacé mon père, en quelque sorte. Quoi. Il a été mon père. Donc, voilà, il m'a accompagné dans ça. Et donc, les fêtes de fin d'année, tout ça, on le fêtait ensemble, en famille. Bon, comme vous savez, je suis musulman, né à Dakar. Une ethnie mélangée, Peul et Sérère. J'ai suivi le même parcours que tous les jeunes Africains, c'est-à-dire j'ai été à l'école coranique. À l'époque, il n'y avait ni jardin d'enfants, ni maternelle et autres.
On étudiait le Coran jusqu'à l'âge de 10 ans, et puis bon, on nous scolarisait. Ce qui fait que si on se compare en France, on est beaucoup plus âgé que les jeunes qui étaient avec nous. Comme je suis né à la fin de 1941, au moment des indépendances, j'étais encore mineur. Quand j'ai quitté Paris, avec mon épouse là, Anne-Marie, c'est ici qu'on a habité, en face de chez mes beaux-parents. Vous avez en face l'immeuble 4 avenue de la Grange, c'est là qu'habitaient mes beaux-parents. Et moi, j'avais acheté un appartement ici au 3e étage, au 5 avenue de la Grange. Donc j'ai habité cette rue-là pendant que je travaillais à l'UAP comme directeur Afrique. Voilà. C'est là que mon épouse, la maman de Karim que vous avez vu, et sa sœur Antaline, c'est là qu'on est resté jusqu'à son décès. Parce qu'elle était en face de ses parents. Et quand son papa est décédé, et qu'elle est décédée, c'est ma belle-mère, et ça c'était un gros avantage. Comme moi, j'étais tout le temps dans les avions, parce que je m'occupais de 17 filiales en Afrique. Alors c'est ma belle-mère qui s'occupait de Karim et de Antaline, parce qu'ils étaient à bas âge. C'est à cause de ça que j'aime pas très souvent passer par cette rue, quoi. Il a longtemps souffert seul, sans que nul n'en sût rien, car il n'avait rien changé dans son mode d'existence. Un jour, il me fit appeler. Lorsque je parus, après qu'il m'eut longuement salué, que nous eûmes causé comme à l'accoutumée, il se leva, alla à une malle qu'il ouvrit et en sortit une grande pièce de percale. C'est un homme profondément religieux, il croit en Dieu, voilà pourquoi il fait beaucoup de bien. Il aide son prochain, il ne compte pas. Pour lui, lui-même ne compte pas, c'est les autres. C'est ça sa dimension spirituelle. Mais pour y arriver aussi, je pense qu'il a fait de belles rencontres dans sa vie. Et parmi ces rencontres, sa première femme, Anne-Marie, qui était une dame extraordinaire, méthodique, qui l'a beaucoup aidé. Mais il y a aussi un élément très important pour vous dire que Pathé John est un touche-à-tout. Est-ce que vous savez que Pathé John fait partie des membres fondateurs du Paris Saint-Germain? Ça, beaucoup de gens ne le savent pas. Il était membre fondateur de Paris Saint-Germain. C'est ici, de la rue Émile Dubois, c'est ici qu'on venait jouer au football. Et après, comme on n'avait pas d'argent, à pied, on rentrait dans le 14e. Mais tout le monde, tous les jeunes, pendant les vacances, qui étaient dans les arrondissements de Paris, c'est là ce qu'on appelle au Sénégal le nawetan, c'est-à-dire après les championnats, les jeunes qui veulent jouer, les quartiers, là, on fait des championnats de petits quartiers. Là-bas aussi, on faisait des championnats d'arrondissement. C'est ici qu'on venait jouer. Ce jour particulier où je l'ai vu réciter pendant un bon moment quelques versets du Coran, je venais de perdre mon premier fils, et il est venu ici à la maison, dans cette salle, et dans cette cour. On est rentré, il s'est assis, et il est resté un moment, il a commencé à réciter des versets du Coran. Ça m'a encore dit, mais cette personne, tu peux te tromper sur elle. Son côté spirituel est aussi fort que je le pensais. Ce qui m'a le plus attiré chez M. John, c'est qu'il n'est pas omnibulé par l'argent. J'ai côtoyé pas mal de gens qui ont des fortunes. Mais le comportement de M. John concernant l'argent, il me dit souvent, que ce n'est pas l'argent qui m'intéresse. C'est quelqu'un qui peut aujourd'hui, moi je sais que c'est comptes bancaires que je gère. Parfois je peux avoir des milliards là-dessus,
mais il n'y a pas un franc qui est destiné à M. John pour ses propres affaires. Tout ce que je sers pour M. John, c'est pour donner aux gens et aider une bonne partie de sa famille. C'est que Pathé Dione avait été mon élève. C'était vers les années 75-76. Après avoir fait des études de maths, Pathé avait décidé, à mon avis, c'était une bonne décision, de s'intéresser à l'économie. Et puis, après ce DEA, on avait sympathisé, on était restés en contact, et il m'a dit, voilà, je veux préparer une thèse de 3e cycle avec vous, c'est-à-dire avec moi. Bon, et il a soutenu sa thèse de 3e cycle sous ma direction en 1980, à Paris 2. Ce qui me frappe, c'est qu'il est très fidèle en amitié. Il est d'une totale fidélité par rapport à ceux qui l'ont aidé à réaliser ce projet qui était pas évident au départ, difficile, et finalement qui valait le coup et qui vaut le coup. C'est quelqu'un qui aide la jeunesse. C'est un baobab. Et on lui dit merci pour tout ce qu'il a fait pour l'Afrique et pour la jeunesse ivoirienne, comme au Sénégal, comme un peu partout. Vraiment, on lui dit merci pour tout. On ne peut pas l'oublier pour le bienfait qu'il fait pour tout le monde. Aujourd'hui, nous sommes là parce qu'il a mis quelque chose en place et que tout le monde arrive à s'en sortir, tout le monde paie ses factures, tout le monde mange. Donc ça, on ne peut pas oublier. Quel est le héros qui caractérise le mieux votre père? Soundiata Keïta, il crée un empire et il fédère autour de lui. Comme il dit. On suit. On suit. Voilà. Il a marché sur ma langue. Parce qu'il m'a enlevé les... Bon, un héros sénégalais maintenant, parce que Soundiata, c'est malien, quoi. Oui, Maïssa Ouali Dione Mané. Maïssa Ouali Dione Mané, oui. Ça, c'est notre grand-père. C'est aussi un héros. Il a fait parler de lui aussi ici, un peu partout au Sénégal. Le premier Boursine. Le premier Boursine. Merci à tout le monde, à mes petits frères, mes petites sœurs qui sont là avec leurs époux et leurs enfants. Il se trouve que je suis né le 29 décembre 1941, ici à Dakar. Et ma belle-mère est née le 28 décembre 1941 à Bélé, dans l'Ain. Je lui ai dit, nous allons assister nos 2 anniversaires. C'est Henriette Mayaki et la maman de mon épouse, Marie-Reine Mayaki. 80 ans, c'est évidemment, ça fait beaucoup de jours. Et je vous remercie infiniment d'être là. Je voudrais vous laisser manger, écouter de la musique. Mais en premier lieu, je voudrais vous présenter tout simplement les enfants qui m'ont offert ce cadeau et les remercier devant vous, prier pour eux également. Bon, je vais appeler tout d'abord l'aîné, Seydou. Karim. Antaline. Jessica.
Mais il arrive juste. Samir. Anne. Anne est la maîtresse d'œuvre. C'est elle qui, depuis Paris, a organisé tout. Voilà. Donc, un applaudissement particulier. Voilà la famille John. Maintenant, si jamais ils venaient avec leurs enfants, je ne sais pas s'il y aura de la place. Hein? Donc, je voulais les présenter d'abord. Mais il y a une présence qui m'est particulièrement chère. Parce que c'est la petite sœur de mon papa, Momar Bey John. Hein? Ils étaient que 2 enfants de ma grand-mère maternelle, Anta Ndiaye. Elle est là, ma tante Gaëlle John. Elle est âgée de plus de 90 ans. Mais elle tenait absolument à être présente. Non? Elle est à côté de sa fille, Anta, qui est... Voilà. Je ne voulais absolument pas, mais elle a tenu à venir assister à cette cérémonie. yaa sutu mu sente yaa dëkk ci réew mi yaa ma comme Sénégal Pathé da ngay taaw say rak taaw say mag looloo waral sa bàjjen bi ñëw toog waaye nag mooy mbokk ndeem mama taal sa baay ay gratte ma ko tënj Anta Ndiaye seen yaay ma nga jóor gi ci yëmbal Anta Ndiaye Marème Diop Khoudia Mamoul Marème Diop Mamadou Diop Souleymane Maay mu sant seen maam jal baroom réew mi yaay doonay jël waaye jël ngoon a meg sa maam daa dàq demel amari ngoon a ndeela di ko rëgët ba ci jóor gi ci mbi jëm sampa ñaari kuur del si douane baram Ndar sa kër maam a gën sa kër maam man yaa nga ci sa suwal maam jal ngoon a meg sa maam yaay doonay jël ñaari yoon. Je suis vraiment ému parce que je ne m'attendais pas à cela. Je voudrais remercier Monsieur le ministre du Budget et des Finances et son épouse Tamara, qui me fait l'honneur d'être là. Monsieur l'ancien ministre garde des Sceaux Doudou Ndoye, Monsieur le ministre Djibril Ngom également, qui m'ont fait également l'honneur de répondre à notre invitation. Merci du fond du cœur. Et je n'ai pas préparé de discours. Je voulais tout simplement vous exprimer toute ma gratitude à Marie-Reine, sa maman, à Badia, tout le monde. Je ne veux pas vous citer. Et les enfants sont là. Ils ont grandi ensemble. Et je suis satisfait parce que j'avais peur qu'elle m'échappe. Mais alhamdulillah, c'est tout ce que je peux dire. Hein? Que Dieu vous bénisse tous. Yal na leen Yàlla fay gis ne am nañu ay racines. Loolu laa bëggoon Yàlla may na ma ko alhamdulillahi rabbil alamin wa salaatu wa salaam ala sayyidina Muhammad. Sounou, aujourd'hui, c'est le leader en assurance vie dans notre zone IMOA. Et au-delà même de la zone IMOA, Sounou est présent au Ghana, au Libéria, au Nigeria, en Guinée. C'est dans des pays de la zone non CFA. C'est un groupe qui fait l'essentiel de ses placements dans le marché des capitaux en Afrique, que ce soit au niveau de la BRVM ou bien de la zone CEMAC.
Et l'autre particularité, c'est que c'est un groupe toujours indépendant. Sous-nous, ce n'est pas seulement que les affaires, mais sous-nous, c'est de faire en sorte que tout le monde ait accès aux services financiers et particulièrement à l'assurance qui reste encore beaucoup de personnes une affaire de riches. Quand Saham est passé par là, ça fait que Sous-nous a basculé un peu, mais n'est pas tombé. C'est un groupe africain. Je l'ai constitué pour l'Afrique. Il n'y a pas un seul sou qui est collecté sur le continent africain qui soit placé ailleurs pour quelque raison que ce soit. Tout ce que nous collectons comme épargne, ce que nous collectons comme prime, est entièrement réinvesti sur le continent africain pour le développement de nos pays. Nous avons ensemble travaillé à la ZACI. Ensemble, nous avons parcouru les assemblées générales de la FANAF. Et quand il est rentré en France, à l'UAP international, comme au départ un des assistants de M. Fiama, petit à petit, il est devenu l'adjoint de M. Fiama. Et c'est pendant cette période que je suis devenu président de la FANAF, contre l'avis de l'UAP, mais avec le concours du représentant de l'UAP, qui a fait le contraire de ce qu'on lui a dit de faire, M. Dion. Parce qu'à l'époque, l'UAP, l'Union africaine, était considérée comme une entreprise étrangère, et que la FANAF, il y avait les dinosaures de l'assurance africaine qui ne souhaitaient pas avoir le représentant ou un directeur d'une filiale d'un groupe étranger à la tête de la FANAF. C'était une bataille très dure à Bamako. Et il a été pour beaucoup dans cette bataille, dans cette victoire. Nous avons acheté en tout premier lieu la petite exploitation de Centrafrique. Et on a démarré avec ça. Et ça ne s'appelait pas encore Sous-nous, et on n'avait pas encore tout à fait un nom. Et pour l'anecdote, un jour, Pat revient me voir après avoir fait un voyage comme d'habitude, dans une des exploitations où il avait encore de l'activité. Et il revient me voir et il me dit « On a trouvé le nom de notre société. On va l'appeler Sous-nous. » Et il me dit « Tu sais, on va l'appeler Sous-nous parce que ça veut dire la nôtre en wolof. » Il s'avère que AXA ne voulait plus conserver des sociétés qu'elle estimait trop petites pour être gérées par un grand groupe. Et AXA a offert le rachat de ces sociétés à Pathé Dione. Alors on a été plusieurs avec lui, enfin, là, on a dit qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'il faut quand même un peu d'argent. Non, on ne peut pas travailler. Alors les uns et les autres, moi je sais que l'intégralité de mes économies, je me dis ok, hop, on y va. Et donc, on a réuni ça comme ça. Lui a quitté le groupe AXA. Pas facile non plus. Il avait une vie à continuer lui aussi. Je me souviens quand même des premières réunions qu'on avait. Moi, j'étais resté dans le groupe. Les réunions de conseil d'administration qu'on avait, on regardait les comptes en se disant, bon, il faudrait peut-être faire quelque chose. Il va falloir. Il faut que les choses fonctionnent. Et les petites sociétés qui avaient été achetées, vendues par AXA à Pathé, à Sous-nous, notre affaire. Bon, il fallait faire en sorte qu'elle soit rentable, qu'elle puisse permettre d'avoir des ressources pour grandir. On peut pas rester avec 2 ou 3 petits confettis là à droite à gauche. Il avait lui un gros avantage.
c'est que tous les gens de ces sociétés, et notamment ceux qui se trouvaient à des postes de direction, ils les connaissaient parce qu'ils les avaient recrutés. Et je me souviens que beaucoup, hors le groupe qu'on était, le groupe d'amis qui s'était réunis, beaucoup n'y croyaient pas beaucoup. Hein. Bon, avec ces petites affaires là, jamais ils vont s'en sortir. Jamais ils vont s'en sortir. Ah bah si. Eh bien si. À partir de là, j'ai fait de belles choses sur l'Afrique, quoi. Et puis bon. Un peu de nostalgie. Bien sûr. Parce que quand même, l'UAP a été créée en 1804. Et j'étais le premier noir à accéder dans la fonction de directeur. Et puis quand même, ce n'était pas une mince affaire, hein, 17 filiales sur le continent africain. En plus d'être directeur Afrique, presque j'étais le seul assureur dans le lot. Hein. J'étais également l'équivalent de patron de l'équivalent de Sunu Service. Vous avez 50 collaborateurs et qui tenaient de l'assistance, mais pas qu'en Afrique. Ils donnaient de l'assistance un peu partout. Monsieur Dione, je ne pense pas que lorsqu'il commençait, il imaginait que 25 ans plus tard, on serait à ce niveau-là. Juste deux chiffres. En 99, on faisait 800 millions de francs CFA de chiffre d'affaires quand ils ont commencé. En 2021, on faisait 234 milliards de francs CFA de chiffre d'affaires. Donc, vous voyez que, quelle que soit la vision que vous avez, l'idée, ce qui est constant, c'est de dire je reste un professionnel, je reste un expert dans mon métier et je travaille avec rigueur. Aujourd'hui, vous avez Sunu Service qui est à Abidjan. Quand on a commencé Sunu Service, il y avait 2 personnes. Aujourd'hui, il y a une 60aine d'employés. Donc, on s'adapte au fil du temps. Moi, je suis impressionné par le fait que sur beaucoup de marchés africains, Sunu est numéro 1. Et quand il n'est pas numéro 1, il est généralement numéro 2. Ce qui m'a frappé, on va peut-être en reparler, c'est la manière dont le groupe a su faire face à l'attaque du groupe marocain Saham, une tentative de prise de contrôle du groupe Sunu par ce groupe marocain Saham, qui était dirigé par un remarquable chef d'entreprise marocain, qui est d'ailleurs devenu ministre, qui ne l'est plus aujourd'hui, Moulay Hafid El Alami. Donc, moi, j'ai pris ça comme une sorte d'agression maladroite, pas transparente, pas d'avertissement, une prise de contrôle subreptice. Je trouve ça assez hypocrite, ou très hypocrite. Mais heureusement, Pathé a su rassembler les munitions financières pour contrer cette proposition qui était faite par Sam. Et puis alors voilà, on n'en parle plus, une vieille histoire. Mais sur le moment, c'était difficile à vivre pour Pathé. C'est quelqu'un qui difficilement acceptera que des groupes étrangers entrent dans son business. Donc ça suppose de grands combats, également de gros moyens, puisque à mobiliser. Donc, et tout ça, c'est pour l'expansion. Quand on est expansionniste, on est africaniste également, parce que on peut se contenter de dire on travaille qu'en Côte d'Ivoire ou au Sénégal ou en France, etc. Donc il a cette ouverture-là pour l'Afrique. Il a cette ouverture vers l'Afrique. Les entreprises africaines sont souvent de taille très moyenne, très modeste, et elles se battent dans le local content, elles se battent pour avoir les marchés des multinationales. Mais là, nous avons ce qu'on appelle véritablement un champion régional qui est né de la volonté d'un homme et de ses collaborateurs et qui casse tous les schémas qu'on connaissait jusqu'à là.
Ce n'est pas facile parce que nos codes d'investissement n'ont pas prévu un accompagnement pour les champions nationaux africains. Tous nos codes d'investissement parlent d'investisseurs directs étrangers. On parle d'incitation à l'investissement, mais on n'a jamais pensé que ces investisseurs peuvent être africains. Et je pense que l'un des mérites de Sunu sera peut-être de pousser nos directions des investissements, mais aussi nos ministères des Finances à revoir leur modèle, leur schéma pour intégrer l'investissement afro-africain. Je suis plus que confiant de savoir que le groupe déjà est solide, costaud, structuré. Donc c'est quelque chose qui ne peut pas s'effondrer. On ne peut que améliorer ça. C'est-à-dire bâtir sur les fondations qui ont été construites par M. Dione et nous rajouter nos petits étages progressifs. Nous, deuxième génération de groupe Sunu, on va essayer de rajouter un étage et on va tout faire pour encourager et mobiliser la troisième génération pour qu'ils continuent cette belle aventure. Donc oui, bien sûr, à 100% dévoué à faire progresser le groupe et notre continent. Aujourd'hui, lorsqu'on dit le groupe Sunu, effectivement, on voit M. Pathé Dione. Et effectivement, l'esprit du groupe Sunu, c'est en même temps, on le construit dans l'esprit de M. Pathé Dione. Donc, c'est ces valeurs qu'on essaie de constituer. Et l'objectif aujourd'hui, c'est que ces valeurs se retrouvent dans tous les collaborateurs du groupe. C'est de pouvoir maintenir ces valeurs du travail bien fait, de la rigueur, de la persévérance et surtout le respect des engagements donnés, qui est le fondement de notre métier. Le groupe Sunu représente un des groupes où il y a le plus de femmes, en tout cas un des groupes africains d'assurance où il y a le plus de femmes à la tête de filiales. Et moi, je sais déjà que dans les années déjà 2010-2015, on était déjà plusieurs femmes à diriger des filiales du groupe. Et quand on arrivait aux réunions, les réunions internationales, où la plupart des dirigeants du groupe venaient, on nous voyait arriver en groupe. On disait les Amazones du groupe de M. Dione, on ne disait même pas les Amazones du groupe Sunu. Et c'est pour montrer qu'il y avait déjà cette particularité. Mais j'insiste sur le fait que ce n'était pas parce qu'on voulait répondre à un effet mode, parce que l'exigence était la même, sinon plus, pour les dirigeants femmes que pour les dirigeants hommes. C'était le résultat qui comptait. Moi, je reconnais ce que fait quelqu'un de mieux que moi. Ou quelqu'un qui a eu plus de chance ou qui a plus de moyens, qui fait des choses que je ne peux pas faire ou que je n'ai pas eu les moyens de faire. On y pense tous les deux. Et puis, il y a un qui réussit à faire, l'autre ne réussit pas à faire. Mais sur le plan structurel, aujourd'hui, je pense qu'il a une petite longueur d'avance. Toute petite. Je vais me débrouiller pour rattraper. Aujourd'hui, il y en a beaucoup qui sont derrière cette vision et qui travaillent en tout cas à la porter et à la communiquer à travers les différents pays où on est présent. Et ce qui est important surtout, c'est qu'à tout moment, on a des opportunités d'offres d'emploi, des opportunités d'emploi dans des groupes internationaux où on peut être payé à 2 fois, 3 fois plus cher. On peut avoir des avantages beaucoup plus intéressants, mais c'est cette vision-là qu'on épouse, c'est pour ça qu'on est là. Tant que cette vision est présente, nous, on sait qu'on n'aura pas tous les avantages de grands groupes. Aujourd'hui, tu travailles dans la téléphonie en tant que communicant. C'est sûr que tu as ton château en ville, tu as ton chalet pied dans l'eau, mais même si tu as un salaire confortable, parce que tu es au groupe Sunu et que tu n'auras pas autant d'avantages, tu sais que tu fais quelque chose pour ta communauté, tu sais que tu fais quelque chose pour l'Afrique, et c'est un héritage que tu laisses. Donc c'est important de comprendre que c'est cette vision-là que nous on suit.
J'espère que les générations qui arrivent aussi vont comprendre que c'est cette vision. On n'est pas tous derrière l'argent, derrière les avantages, derrière le gain. On a envie aussi d'apporter quelque chose. C'est vraiment un feedback qu'on donne. On dit toujours, l'Afrique, c'est le continent quand même qui a le plus de moyens, le plus de richesses. Mais c'est le continent où on pleure le plus parce que nos jeunes ne peuvent pas prendre leur destin en main. Et ça, c'est ce que moi, je pense que ce monsieur-là inculque aux jeunes. Lui-même, il a pris son destin en main en se disant, moi, je vais travailler pour l'Afrique. C'est pour ça que chaque fois qu'il y a des réunions, chaque fois qu'il se retrouve quelque part, il se dit, moi, ce groupe que j'ai créé, tous les fonds qui sont dans ce groupe, aucun ne va être dépensé en dehors de l'Afrique. J'investis toujours en Afrique, dans les sociétés africaines, dans les États africains. Sa confiance est dans les États africains. Donc, il ne faut pas qu'il soit déçu par les jeunes qui viennent par derrière. Être nommé dans la fonction de directeur général du groupe, je dis Inch'Allah. Inch'Allah. Il sera assisté de Joël et de Karim dans les fonctions de directeur général délégué. Et puis bon, après la hiérarchie, Mohamed, Inch'Allah, passera le témoin à Joël, puis un jour le passera à Karim. Comme ça, au moins, il y aura une continuité dans le discours. C'est une décision qui a été prise au mois de mai. On a réorganisé la gouvernance du groupe et on m'a nommé directeur général de Sunou Participation, qui est la holding du groupe, qui gère tout le groupe. À côté de moi, j'ai deux collaborateurs, Karim Dione et Joël Amoussou. Donc en fait, c'est cette même équipe qui travaille ensemble depuis 20 ans, qui continue à travailler ensemble avec une simple réorganisation de fonctions. Donc aujourd'hui, on est dans 17 pays, on a 26 compagnies d'assurance, on a une banque et une deuxième qui est en train d'arriver. Mais au fur et à mesure qu'on avance, on structure différemment le groupe. On s'adapte de toute façon à l'environnement qui bouge de façon importante. On s'adapte aussi aux besoins de nos clients qui deviennent de plus en plus exigeants, qui sont très digitaux, qui essayent d'avoir une vision globale aussi de la relation avec leurs assureurs, avec leurs banquiers. Donc c'est un peu cette vision que l'on a, qu'on essaye de développer en Afrique. Je te remercie encore une fois pour la confiance que tu me fais. Je suis conscient de la responsabilité. Je souhaite en tout cas que tous ensemble, on puisse continuer à porter haut le groupe Sunou. Tu peux compter sur moi, tu peux compter sur Joël et Karim aussi, et ensemble pour qu'on perpétue la vision, de faire en sorte que Sunou soit un groupe panafricain, leader dans les services financiers. Il tailla son nez seul de sa propre main. Et infini me pria de l'accompagner en un lieu retiré de sa demeure, et là, à sa présence, me demandant d'indiquer à son esclave Mbar les gestes et les détails de la toilette funéraire. Nous revînmes dans sa chambre alors et causâmes longuement, comme si la souffrance n'eût pas visiblement martyrisé son corps. Quand je me levai pour partir, il me demanda de bien vouloir l'assister quand viendrait l'heure.